Nous sommes le vendredi 28 décembre. C'est cette fin de semaine que tout se joue pour TV Liberté. Et nous n'y sommes pas encore. Est-ce que oui ou non, vous donnez les moyens à la première chaîne alternative de France de poursuivre son combat en 2019? L'année qui arrive sera source d'événements importants et peut-être de bouleversements. Vous allez donc avoir besoin d'une information sans filtre en donnant à TV Liberté. Vous donnez pour vos idées, pour ne pas être ridiculisé, blessé, moqué, humilié quotidiennement. Nous sommes, vous le sentez bien, à un tournant. Alors, aidez-nous, maintenant, tout de suite. Bonsoir, j'ai un numéro de Noël un peu particulier, plein de paradoxes, mais la leçon de tout ça, vous verrez, est très générale. Joyeux Noël déjà pour commencer. Une première précision qui vous surprendra sans doute, c'est que notre abonné au monde, vous savez, notre donneur de leçons, notre esprit fort qui se flatte d'être dans la lignée de pensée qui va de Mitterrand à Macron en sautant Sarkozy, cet homme un peu pénible, est chrétien, figurez-vous, mais façon journal La Croix. D'abord parce que sa mère l'était et qu'il aimait bien sa mère, mais ensuite et surtout parce que l'Église catholique a très bien tourné selon lui. D'abord, il est hyper content que la messe tous les 15 jours chez nous, que nous avons en village désormais, soit dite par un Camerounais, parce que notre curé a fini depuis l'année dernière en maison de retraite. Alors ça, le tiers-monde qui vient apporter du sang nouveau au catholicisme français en tant que lecteur du Monde et de la Croix, ça le branche totalement. Ensuite, parce que les grandes orientations du pape François lui plaisent énormément. Quand il est allé chercher, par exemple, des familles musulmanes, je ne sais où, lors de l'un de ses voyages, sans ramener de maronites ou de coptes au Vatican, eh bien, notre abonné au Monde a trouvé ça très bien, très courageux. C'est pour vous dire le contexte. Alors, pour raffiner le tableau de la mauvaise foi de ce type, je vous cite aussi un épisode d'une discussion que nous avons eue. J'ai eu l'occasion de déplorer devant lui que les prêtres ne fassent pas au moins 3 mois de formation en cosmologie, ne connaissent rien pour la plupart à la physique quantique, et il a eu le culot de me répondre que c'était hors sujet. Vous avez donc là un condensé de catholicisme progressiste à la française, qu'on pourrait appeler social, parce qu'il se résume plus ou moins en effet à une doctrine sociale du genre Abbé Pierre, aucune mystique, aucun vertige, ne lui parlait surtout pas de Thérèse de Lisieux, aucune philosophie, il n'aime pas les superstitions, il a une passion pour ce qu'il appelle à tout bout de champ l'œcuménisme, le partage, une passion tellement forte pour le partage, pour les moments de partage et d'écoute que, vu ce qu'il a à partager, il ne doit pas lui rester grand-chose. Et en plus, c'est un type qui n'écoute jamais personne, c'est ça le pire. Et c'est là qu'on en arrive à l'anecdote de Noël à Campagnol, qui nous a opposé récemment. Il faut dire que ce qu'il n'aime pas chez les gens comme moi, c'est le catholicisme qu'il appelle de l'exclusion. Entendez par là le catholicisme qui est aussi une culture italienne et romaine, une culture des grands peintres et des grands musiciens, une culture architecturale sensible au sacré, ce qui fait que comme beaucoup de catholiques progressistes, surtout âgés comme lui de 50 ans environ, il préférera toujours une liturgie avec une guitare et un saxophone, un truc qu'on pourrait entendre à Harlem, à une partition d'orgue. Il préférera toujours un blabla rédigé par un travailleur social dans un réfectoire au grand texte de la chrétienté, au sermon de Bossuet, et il préférera une espèce de tapisserie brodée orange et violette réalisée par un collège du Cameroun à un grand tableau du 19e représentant la nativité. Et donc, j'en viens à mon affaire, il préférera aussi les crèches stylisées, comme il dit, en carton et en inox, pour pas faire de peine à ceux qui n'aiment pas les crèches traditionnelles, surtout à l'extérieur de l'église, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, il s'est pris de bec avec un brave type dont je vous ai parlé, un artiste du village voisin qui vend sur les marchés et qui a eu l'idée de réaliser une crèche traditionnelle en un seul bloc dans un pain d'élastomère, une sorte de bas-relief très profond avec tous les personnages, dont l'original a été fait en argile, mais ensuite l'un de ses copains a réalisé un moule dans une grande cuvette et le résultat est saisissant. Il sort une dizaine de ces crèches par jour en plâtre, de ce fameux moule en élastomère, prête à être peinte,
façon macoboulage, si vous voulez, mais en très grand. Et lui-même, il en peint la moitié dans un goût très provençal. Il en vend aussi des blanches toutes blanches que les gens peignent eux-mêmes à leur guise. Et il en vend pas mal sur Internet. Et son plus gros marché dans la région, c'est Béziers, où, comme chacun le sait désormais, la crèche est devenue un objet militant. Donc on parlait de ça au comptoir et l'abonné au Monde a accusé l'autre de provocation avec ses crèches. Réponse immédiate, d'ailleurs même chez les gens neutres qui étaient présents avec nous. On ne peut pas prendre comme une offense une tradition qui s'est toujours pratiquée ici. Ceux qui débarquent pour dire que la tradition les offense, ce sont eux les agresseurs, les provocateurs. C'est un peu fort, a dit un type au bar. Ces mecs traversent tout le continent pour venir t'expliquer qu'ils sont gênés par tes coutumes. En attendant, a dit le lecteur du Monde, tu sais très bien ce que tu fais avec ton petit business. Et l'autre a répondu, oui, je me fais 200 € par jour pendant le mois qui précède Noël et je ne vois pas plus loin. C'est un marché en expansion, c'est tout, et je ne vais pas lui tourner le dos. Ce que tu appelles marché en expansion, lui dit-il, c'est de la propagande, tout simplement. Les gens qui t'achètent ça à Béziers ne le font pas innocemment. Là-dessus, Gustave est passé acheter du tabac, il a dit qu'il n'avait pas le temps, et quand il a pris connaissance de la querelle du jour, il a conclu en disant au type du Monde, je vois pas comment un type comme toi, qui aime le commerce équitable, peut trouver à redire, voilà un gars qui fait du produit local chez lui, qui le vend à des locaux, un produit conforme aux traditions. Il ménage donc une culture à préserver, comme au Bénin, comme au Pérou, à moins que pour toi, on ne doive protéger que les masques africains et pas les statuettes de Lourdes. Non, tu m'excuseras, j'ai pas le temps, là, d'entendre ta réponse ce matin. Eh bien, nous non plus, nous n'avons pas le temps. Nous laisserons donc à Gustave ce mot de la fin. Abonnez-vous, merci. J'ai assisté à une prise de bec assez sévère entre un jeune du coin, dont je vous ai déjà parlé, un programmeur de 22 ans nommé Guillaume, et l'abonné au Monde du village, encore lui, qui a peut-être 50 ans lui, et c'était à propos des ovnis, des objets volants non identifiés, et pour ceux qui jugeraient un peu artificiel le fait qu'on aborde les grands thèmes comme ça régulièrement au comptoir du Café de Campagnol, je rappelle 3 choses. D'abord, contrairement à ce que certains d'entre vous m'ont écrit avec un peu d'ironie, tout le monde ne passe pas toute sa journée au café, c'est surtout un lieu de passage parce qu'on y achète du tabac, souvent du tabac à rouler désormais à cause du prix des cigarettes. Ensuite, c'est un lieu où la télé montre en permanence ce qui se passe ailleurs. Et enfin, c'est aussi un marchand de journaux et le présentoir qui s'étend sur 6 mètres carrés nous offre souvent l'occasion de relever un titre ou une conjonction de titres quand trop visiblement la presse en bloc veut nous faire prendre des vessies pour des lanternes en employant le même vocabulaire pour décrire un même événement ou un même personnage dans le genre « ce qu'il faut savoir ». Mais ce sujet, je vous le traiterai demain. Pour l'heure, nous parlons des ovnis parce qu'un journal du genre Science et Vie en parlait en couverture et parce que le jeune Guillaume, celui qui programme comme il respire, venait d'acheter le numéro du mois et buvait son café. Donc notre abonné au Monde, qui passait par derrière, là, relève en plaisantant le titre qui barrait la moitié de la page et qui était « OVNI, 5 témoignages d'astronautes ». « Tu lis des sornettes pareilles ?» a dit l'abonné au Monde. « Ça me déçoit d'un jeune tel que toi. » À quoi le jeune a répondu « Toi, tu rigoles dès qu'on voit le mot OVNI, ça m'étonne pas non plus d'un type tel que toi, mais tu vas nous expliquer ce que tu trouves si marrant, allez, vas-y. » Eh bien, a dit le quinquagénaire, ce que je trouve marrant, c'est que c'est des conneries, tout ça pour amuser le peuple et pour faire vendre du papier. Alors là, la connotation agressive chez l'abonné au Monde s'expliquait par le fait que tout le monde écoutait, que j'étais là, parce qu'il ne peut pas me supporter, et parce qu'il soupçonnait que j'étais plutôt approbateur avec ce jeune homme, notamment sur ces questions d'OVNI, en quoi il n'avait pas tort. Alors là, le jeune Guillaume, qui est un type assez froid, lui a monté une espèce de sketch, comme s'il était sur un plateau de télé. Il lui a tendu le magazine qu'il venait d'acheter, il a bu une gorgée de son café au lait, et puis il lui a dit, en soulignant de l'index le titre sous la couverture, « Qu'est-ce que tu lis là ? OVNI ? Non, non, là, astronaute. » Oui, astronautes au pluriel. Donc on a là, dit-il, 5 astronautes dont le métier est de passer la moitié du temps à 100 km au-dessus de la Terre, depuis l'âge de 25 ans, dans des avions, des fusées, des stations spatiales, qui ont fait plusieurs sorties dans l'espace. 2 d'entre eux sont allés marcher sur la Lune, celui-ci et celui-là, et parfois, ils y ont conduit une Jeep. Et ils nous disent, on a vu des objets lumineux intelligents qui nous suivaient, on a été accompagnés par une structure métallique pendant qu'on était à mi-chemin vers la Lune, mais on nous a dit de la fermer. Et toi, qui n'as jamais été plus loin que le champ de luzerne au-dessus de chez toi avec ton break Citroën, tu essaies de nous dire que les ovnis n'existent pas parce que tu n'en as pas vu? Mais mon gars, il faudrait déjà commencer par lever le nez, et puis tu pourrais lire des articles comme ça serait bon pour ta culture. Je n'ai pas besoin de lire un article pour savoir que ça n'existe pas.
Ben justement, c'est ce qu'on te reproche. T'as pas besoin de te renseigner, tu sais déjà. En fait, dans tous les domaines, tu es pareil. Tu sais que les gilets jaunes sont d'extrême droite parce qu'ils sont pas tous de gauche. Tu sais que le compteur Linky est bien conçu puisque des comploteurs disent le contraire. Tu sais que les courriers de campagne de Macron sont des faux rédigés par des Russes. Tu sais que la fraude à la Sécu représente des sommes dérisoires et que l'immigration clandestine est moins inquiétante que ce que dit Renaud Camus. En fait, tu sais tout ce qui t'arrange et tu n'écoutes pas ce qui t'arrange pas. Et l'autre, vicieusement, là, lui répond « Ah, parce que tu lis Renaud Camus, toi. Mais ça ne m'étonne pas. » Non, non, a dit le jeune, mais je vais le faire, parce que les mecs comme toi m'en donnent envie depuis longtemps. Et il dit au patron « T'as rien sur Renaud Camus, là, dans ton présentoir ?» Et non, 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 a répondu le patron du bar, mais demande à ton voisin, il le connaît. Le voisin, c'était moi, j'ai confirmé que j'avais son numéro de portable. Le jeune homme a dit à l'abonné au Monde, tu vois, hein, ce que tu as gagné, à présent, je suis très enclin à lire Renaud Camus, et si j'aime ce qu'il dit, je vais lui téléphoner. Et parle-lui des astronautes qui voient des soucoupes, tant que tu y es, dit l'abonné au Monde, il va adorer. Là, j'ai fait mon juge de paix en disant une chose est certaine, c'est que lui, Camus, ne refusera jamais de lire un livre en disant qu'il n'a rien à apprendre. C'est d'ailleurs le coup que lui font la plupart des gens comme toi. Ils critiquent le contenu de ces livres sans les ouvrir. Et il ne va donc pas les imiter. Ben, je suis sûr que vous non plus, vous n'allez pas blâmer ce que vous n'avez pas lu. Donc, lisez les récits d'astronautes et s'il vous reste du temps, lisez aussi Renaud Camus. Ici, ça s'appelle Campagnol TVL et c'est aussi sur YouTube. Merci. On ne vous voudra pas de raconter, ou plutôt d'évoquer pour une fois un souvenir personnel, je veux dire sans en passer par l'expérience de mes voisins de village. C'est à propos d'un grand acteur mort depuis longtemps que j'ai interrogé il y a 40 ans chez lui à Paris pour le compte du Figaro. Je veux parler de Jean-Louis Barrault qui m'a reçu un jour dans un appartement couvert de tentures rouges proche du théâtre qu'il dirigeait aux Champs-Élysées et qui finissait sa vie là couvert d'honneur après avoir été l'un des plus fervents soutiens des 68 arts. Oui, en 68, il officiait à l'Odéon. Il a dit aux grévistes qui venaient envahir son théâtre de monter sur scène et puis il a expliqué ce soir-là combien il était à leur côté, etc. Et donc ce grand révolutionnaire, ce grand ami du peuple, était 15 ans après, en 81, littéralement confit dans l'approbation du pouvoir en place, je veux dire celui de Mitterrand. Et le fait d'avoir pris fait et cause pour les gilets jaunes de l'époque, je veux dire de 68, lui avait valu un surcroît de consécration auquel lui-même, et il me l'a dit, n'avait même pas songé. Il en était surpris. On commence à voir où je veux en venir. Je veux en venir à la question où sont en ce moment les artistes, les vedettes, puisque la France est quand même en train d'exprimer un malaise assez comparable à celui de 68. Et bien pour la réponse, on va abréger un peu parce qu'on n'a pas le temps. Eh bien, ils sont planqués, tout simplement, en attendant de voir de quel côté ça va tourner. D'un côté, ils sont convaincus qu'ils ne vont pas pouvoir ignorer longtemps le sentiment qui se dégage du pays entier, hein, puisqu'après tout, c'est le public qui les fait vivre. Et il est très significatif que les deux seuls soutiens déclarés pour l'instant, je ne cite pas les noms, soient les plus proches d'une certaine France qui sait ce que c'est que les fins de mois difficiles. Mais de l'autre côté, le gros de la troupe des artistes, et ce n'est pas valable que pour les acteurs et les chanteurs, c'est aussi valable pour les plasticiens, etc., contrairement à ce qui s'est passé en 68, ne lève pas le petit doigt pour l'instant. Et pour quelle raison? Eh bien parce que, pour abréger là encore, parce que contrairement aux acteurs de 68, ils sont du côté du manche, c'est-à-dire du pouvoir. Ils sont bien en cours, ils ont épousé le régime Macron en quelques mois de manière scandaleuse. Il faut dire que le régime Macron dîne un soir sur deux avec les banquiers et les producteurs qui entrent en participation dans des projets de films, qui sont propriétaires de chaînes de télé, de maisons d'édition. Il faut dire aussi que l'un des plus gros producteurs à Paris est ouvertement dans le comité de soutien du président Honny. Et là, il faut absolument citer un exemple éclatant de cette collusion que l'on doit en grande partie à l'activisme de la femme du président, la fameuse Brigitte. Cette fois, on est bien obligé de citer un nom, celui de Michel Drucker. Figurez-vous que Michel Drucker se répand en ce moment dans la presse sur le thème « Ah, ça serait bien si la femme du président consentait à venir passer l'après-midi du dimanche sur mon plateau ». Il répète ça à tout le monde, que c'est un rêve inaccessible. Il demande presque aux journaux de s'entremettre pour montrer qu'il a envie de le faire. Et là, la France profonde, celle de mon comptoir, là, se dit, mais qu'est-ce qu'il lui pense, ce type? Il fait le siège de l'épouse d'un président qui est à 20% dans les sondages. Mais il veut se griller ou quoi? Et la réponse est encore le fameux Gustave à qui je posais la question, qui me l'a donnée. Je crois que j'ai l'explication, m'a-t-il dit. Et là, il a marqué un petit temps d'arrêt en jetant un œil sur l'écran de Drucker où on voyait toujours les mêmes, je veux dire les mêmes depuis 30 ans. Je ne serais pas surpris que ce soit l'Élysée qui lui ait téléphoné pour lui dire « ça serait bien si tu invitais la première dame en ce moment ». Alors l'autre a dû répondre « non, je ne peux pas l'inviter aussi vite, il faut me laisser le temps que ça paraisse naturel, le temps de prétendre que ça vient de moi, alors laissez-moi faire ».
Et depuis un mois, le type te raconte « Ah, j'aimerais tellement qu'elle dise oui », alors qu'en fait, si ça se trouve, c'est l'inverse, c'est l'Élysée qui lui a dit « Au pied, couché, Drucker, pas bouger ». Et pourquoi Eh bien, m'a dit Gustave, en manière de conclusion lapidaire, parce que dans leur système de fonctionnement, là, ils croient que tout est une affaire de communication et que pour redresser un président qui passe sous la barre des 20%, il suffit que sa femme aille dire « Il n'est pas du tout ce que vous croyez ». Du coup, on comprend pourquoi aucun artiste ne bouge le bout de l'oreille en faveur des Gilets. Ils attendent tous que la chute soit inévitable et que les financiers du cinéma et de la chanson disent « Bon, là, c'est plus possible, on va changer de poulain ». Alors là, tu vas tous les voir accabler celui qu'ils ont hissé au pouvoir, mais le peuple, lui, a déjà tout compris. Et là, Gustave a cité un nom qu'il aimait bien, celui de Bigard. Il m'a dit, toute l'histoire de la France des 30 dernières années, au fond, celle qui est dans la rue aujourd'hui, se retrouve dans la carrière de ce mec hissé par la faveur populaire jusqu'à remplir des stades entiers il y a 20 ans. Il a fait l'objet ensuite d'une tentative d'assassinat médiatique planifiée. On est allé jusqu'à lui dire que ses sketchs étaient beaufs, vulgaires, etc. Alors que c'est Palmade, le chéri du tout Paris, qui les écrivait. Mais le système a décidé d'écraser un type qui plaisait à la France indésirable, celle qui est dans la rue en ce moment. Je ne suis pas sûr qu'il soit invité chez Drucker avec la première dame, a-t-il conclu ce Bigard. Ben nous non plus, on n'en est pas sûr. Vous allez me dire, on n'est même pas certain que l'opération tout entière se fasse. Vous avez raison, Gustave, lui, pense que les risques d'une telle opération seraient énormes, aussi énormes que les ficelles pour essayer de la monter. Donc il est possible que finalement elle n'ait pas lieu, mais comme le pouvoir nous a toujours habitués à prendre les mauvaises décisions, vedremo, on verra, a dit Gustave. Eh bien nous nous contenterons de cette conclusion provisoire. Abonnez-vous, merci. On parlait de la presse l'autre jour à cause de Gustave et surtout de l'abonnement au Monde. Là, vous savez que parce que machinalement, le fameux Albert, qui est abonné au Monde, a répété pour la énième fois, après avoir consulté la une, « Je te l'achète pas, je suis abonné ». Alors là, Gustave ne l'a pas raté. Il a dit « En ce moment, tu ne devrais pas t'en vanter ». Ah bon, et pourquoi ? Alors là, c'était parti à propos du journal Le Monde. On a entendu des choses assez intéressantes que je vais essayer de reconstituer. D'abord, Gustave a lancé la conversation sur le thème de l'incroyable uniformité de la presse quand il s'agit de traiter le même événement et qui se traduit de plus en plus par l'expression « ce qu'il faut savoir ». Quand on lit quelques livres, a dit Gustave, et tu m'excuseras, c'est quand même mon métier, on essaie de tirer une philosophie implicite de ce qu'on entend. Et la philosophie en ce moment, la formulation en vogue, c'est qu'il existe une seule interprétation d'un événement en train de se produire, et cette interprétation officielle a maintenant sa définition dans la presse, c'est ce qu'il faut savoir. Ce qu'il faut savoir, ça veut dire que vous n'écoutez pas les autres, ne suivez pas votre intuition, ne faites pas votre analyse tout seul, on vous dit ce qu'il faut retenir. Par exemple, si on vous dit ce qu'il faut savoir sur les violences à l'entrée de l'autoroute X ou Y, c'est assez clair. Ils veulent que tu saches que ce sont des violences et pas des dégradations. Donc ils ont l'air de dire qu'on a maltraité des personnes et pas du matériel, alors qu'on n'a pas vu d'employés blessés. D'ailleurs, il n'y a plus d'employés, ce sont des machines. Et quand ce sont des accès d'autoroute, on te cache donc l'essentiel, c'est qu'il s'agit de péage et que donc si un commando s'attaque au péage, c'est qu'il y a peut-être un rapport, un lien entre ce qu'on te demande de payer et ce que fait le commando. Mais visiblement, cet aspect de la question ne fait pas partie de ce qu'il faut savoir selon Le Monde. Le Monde a dit son défenseur, fait comme les autres journaux, il rend compte de ce qu'il voit. Eh bien, a répondu Gustave, nous dirons qu'il ne voit pas certaines choses et qu'il ne peut donc pas en rendre compte. Comme ça, tu seras content. Et qu'est-ce qu'il ne voit pas nous dit le fervent lecteur. Il ne voit pas, mais il n'est pas très observateur, que les autoroutes ont été payées par nos impôts sur des dizaines d'années pour être revendues une misère à des sociétés privées qui s'engraissent à raison de 25% d'augmentation par an, oui c'est le chiffre 2015, avec doublement du dividende aux actionnaires. En fait, pour résumer, l'État avait consenti 25 ans aux sociétés pour se refaire de l'investissement. Et 10 ans seulement après, elles étaient super bénéficiaires, elles engraissaient déjà leurs actionnaires. Le journal Le Monde ne te dit pas, et pour cause, que lorsque tu veux avoir le détail des contrats de travaux, des marchés passés entre l'État et les sociétés d'autoroutes, tu es obligé d'aller au tribunal administratif. Et qui t'y oblige ? Eh bien, Emmanuel Macron, qui était ministre des Finances à l'époque, car il ne voulait pas les donner, les chiffres. Et qu'a dit le tribunal administratif ? Vous devez montrer les contrats de travaux, c'est légal. Et qu'a fait Emmanuel Macron ? Eh bien, il a fait appel, comme ministre des Finances, de la décision pour qu'on n'autorise pas ce que le tribunal administratif venait pourtant de déclarer légal, à savoir l'accès aux documents des travaux, qui les a réalisés, sur l'intervention de qui, pour le compte de quel ami du pouvoir, etc. Parce que le journal Le Monde ne va pas te dire que les enfants des grands pontes de l'État sont casés par dizaines dans ce genre de sociétés qui fournissent les autoroutes, qui gèrent les autoroutes, qui les réparent, qui font payer les conseils généraux.
Tu vas me dire, puisqu'ils font plein d'argent, au moins c'est eux qui payent les réparations et les nouveaux tronçons. Tu plaisantes ou quoi? Quand ils empruntent pour faire des travaux sur 10 ans, c'est l'État qui leur paye les intérêts de l'emprunt. Mais c'est donc pas privé? Si, mais l'État leur fait une fleur et paye leurs intérêts. À qui? Aux banques. Ah, on comprend mieux pourquoi Macron n'a pas voulu qu'on aille voir dans les dossiers. Puis il y a encore pire, c'est que les gens qui s'occupent de ça et qui se prennent des salaires monstrueux sont donc souvent des amis du pouvoir, genre le fils de Rocard, Alain Minc, grand copain du Monde, tiens justement, et grand copain de Macron aussi. Et là, l'abonné au Monde, qui venait tout de même d'encaisser le choc de cette discussion, a fait un truc assez classique. Il a répondu « N'importe quoi. Alain Minc n'est pas grand copain du Monde. Il s'est fait écarter lors de la reprise du journal. » Et Gustave lui a fait observer que ça lui ressemblait bien, c'était bien socialiste, ça, cette façon de contester un détail du tableau, alors que toi, tu viens de peindre une fresque. Non, a dit Gustave, je te laisse pas continuer, je te laisse pas parler, parce que j'allais conclure justement. Pourquoi est-ce qu'ils ont brûlé le péage? Parce que la société a dit qu'elle allait envoyer des lettres pour faire payer les voitures qui sont passées gratuitement. Vu le contexte, vu que le péage a augmenté de 20% en 10 ans, vu les thèmes des Gilets jaunes, c'était plus que maladroit. D'ailleurs, ils ont annulé cette décision. C'est ce qui fait que l'action des deux sociétés va plonger, tu vas voir, ça a déjà commencé, ce sera l'une des grandes concessions de toute façon qui se mettent autour d'une table. Le Conseil d'État n'a qu'à dénoncer ces contrats malhonnêtes de privatisation et l'État recommencera à se faire 15 milliards tous les 5 ans. Non, a dit Gustave, tu es gentil, mais je n'ai pas le temps d'écouter ta réponse, il faut que j'aille chercher ma nièce. Ben nous non plus, nous n'avons pas le temps d'écouter l'abonné au Monde qui nous fatigue un peu, mais voilà quand même des chiffres qu'on ne lit pas beaucoup dans la presse, heureusement. Il nous reste le comptoir de Campagnol. Abonnez-vous, merci.